Tout commence à l'ère Meiji, années 30, une époque peuplée d'êtres surnaturels, d'oni, de yoki et de monstres des ténèbres qui, sous l'effet de l'occidentalisation, voient leur population décimée par ce qu'on appelle la Grande Purge. Les créatures surnaturelles ont été poussées au bord de l'extinction. Tsugari Shinichi, le tueur d'oni, mi-oni mi-humain, dont le travail consiste à se produire devant des foules, commence à combattre un oni dans un cirque pour divertir le public. L'oni saute et s'apprête à frapper Tsugari, mais celui-ci esquive. Un oni s'effondre au sol, ce qui fait gagner le combat à Tsugari, et toute la foule acclame sa victoire avec joie. Il quitte le cirque et entre dans la loge pour se nettoyer. Il rencontre un homme à l'intérieur qui lui rappelle qu'il est lui aussi l'un des monstres et qu'il ne devrait donc pas se sentir important. Une femme à la langue unique utilise son don pour espionner les hommes en train de discuter. L'homme plus âgé lui crie dessus parce qu'elle le regarde sans aucune manière et lui ordonne d'aller se préparer pour la scène. Shiguru quitte la pièce et commence à se parler à lui-même en s'éloignant. Il entre dans sa chambre et boit sa bière, mais à sa grande surprise, c'est la dernière qui lui reste. Shiguru sort pour aller chercher de la bière et tombe sur quelques enfants. Ils s'enfuient tous, effrayés en voyant son visage. Il s'arrête chez un commerçant et achète sa bière. Le commerçant lui conseille d'aller voir un médecin, pensant qu'il a maladie d'Ariane, mais Shiguru se contente de toucher la marque sur son visage et s'en va sans dire un mot. En chemin, il aperçoit un attroupement de personnes qui s'apprêtent à tuer un chat, qu'il prétend être un Ayakashi, un monstre. L'un des hommes demande à Shiguru de se débarrasser du monstre, mais il leur répond que ce n'est qu'un chat et qu'il ne peut pas le tuer. Le chat s'enfuit, et tous les autres partent aussi, furieux. Shiguru continue à se produire devant la foule. Un jour, une jeune fille sort de la maison, et Shiguru se tient dehors, à son insu. Il s'approche de la jeune fille et essaie de toucher la cage à oiseaux qu'elle porte. Aussitôt, elle déballe l'arme qu'elle se met derrière elle, révélant qu'il s'agit d'un pistolet auquel une lame est fixée. La domestique le braque sur lui, puis engage le combat avec Shiguru. Pendant qu'ils se battent, il remarque que la femme est suffisamment douée pour parfois rivaliser avec lui. Soudain, il prend le combat au sérieux et la maîtrise facilement. Ce mec à ce moment-là qu'elle s'excuse de l'avoir attaqué, ce qui, bien sûr, est dû au fait qu'il a essayé de toucher la cage à oiseaux. Il lui demande qui elle est, et elle répond qu'elle s'appelle Shiyutu. Elle dit à Shiguru qu'il va bientôt mourir. Comme il utilise son pouvoir tous les jours au théâtre, il sera consumé par l'oni et il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Shizuku lui dit qu'elle est là pour conclure un marché avec lui, affirmant qu'elle prolongera sa vie s'il promet d'exaucer son vœu. Elle s'approche de lui et ouvre la cage. Aussitôt, Shiguru est tellement effrayé à la vue d'une tête à l'intérieur de la cage qu'il en reste sans voix. La tête se présente comme Ayarando, la maîtresse de Shizuku, et demande à Shiguru de la tuer. Aya dit qu'elle est humaine, pas une créature, et que son immortalité l'empêche de vieillir. Depuis 947, elle a 14 ans et 3 mois. Elle explique que certaines personnes ont emporté le reste de son corps il y a environ 6 mois et qu'elle ne peut pas en faire repousser un autre car elle est impuissante face aux Oni puisque les blessures infligées par un Oni ne guérissent pas rapidement, ce qui signifie qu'elle finira par mourir. Aya décrit l'homme qui l'a tué et dit que c'est un hybride d'Oni, un vieil homme qui utilise une canne, à une voix rauque qui n'est pas du pays. Pendant qu'il parle, les gens commencent à entrer dans la salle de jeu. Shiguru dit à Aya qu'il devrait partir tout de suite d'ici pour ne pas faire belle une partie du spectacle. Pendant qu'il marche, Shiguru commence à imaginer comment il va mourir et ce qui va le tuer, et il dit que puisqu'Aya lui promet de prolonger sa vie, il n'a rien à craindre. Aya lui demande si sa fille est une blague pour lui, et il répond que sa prestation consiste à tuer des monstres de façon divertissante, donc il est logique qu'il s'élimine lui-même de la même manière. En marchant, Aya demande à Shiguru s'il va la tuer, et il lui répond qu'elle ne devrait pas se précipiter vers la mort. Elle dit qu'elle aurait déjà dû mourir depuis longtemps et demande à quoi bon vivre quand elle a été réduite à mettre qu'une tête, donc elle ne se précipite pas. Aya dit qu'il est le seul à pouvoir la tuer, mais Shiguru refuse. Aya lui dit que s'il ne la tue pas maintenant, alors lui aussi mourra bientôt. Shiguru parle avec assurance, affirmant qu'Aya va prolonger sa vie et qu'il ne la tuera pas. Shiguru demande à Aya où se trouvent les personnes qui lui ont pris son corps et elle répond qu'elles sont probablement en Europe. Il demande à Aya d'aller les retrouver et de récupérer son corps. Il demande aussi à Shizuku si elle souhaite la mort de sa maîtresse, et la servante répond qu'elle ne fait qu'obéir aux ordres puisque ses sentiments n'ont pas d'importance. Shiguru dit à Aya qu'il semble que les mêmes personnes qui ont pris son corps lui ont aussi volé son humanité. Il demande si sa canne porte la lettre M gravée dessus, et Aya confirme. Shiguru dit alors que c'est lui qui l'a capturé. Shiguru dit à Aya que, puisqu'elle a le cerveau pour attraper l'homme, lui a le corps pour l'Y emmener, et propose qu'ils aillent ensemble en Europe. Jiffy accepte,
Alors Shiguri demande à Aya comment elle va prolonger sa durée de vie. Aya lui explique qu'il doit simplement consommer une partie d'elle, pas ses yeux, ses oreilles ou son cerveau, mais celle dont elle peut se passer. Les deux décident de sceller leur accord par un baiser. Un seigneur vampire nommé Jean-Dicé Godard est aperçu dans les buissons, en train de viser une antilope. Il tire sur l'antilope, mais elle s'échappe. Il se met alors à courir après l'antilope et la tue. Avec l'antilope sur l'épaule, il rejoint son fils, Raoul, et il rentre chez eux. Il dit à son fils qu'on les a traités durement depuis que le comte Dracula a été éliminé, alors ils doivent désormais cohabiter avec l'humanité, qu'ils le veuillent ou non. Dans leur manoir, Raoul demande à son père de sortir l'arme qu'ils ont prise à un chasseur de leur salle de stockage et lui demande pourquoi ils doivent garder quelque chose d'aussi dangereux chez eux. Son père refuse et dit que plutôt que de laisser l'arme tomber entre les mains d'un autre chasseur, il s'assurera qu'elle soit bien enfermée pour que Charlotte ne joue pas avec. En arrivant à la salle de stockage, il remarque que la serrure de la porte a été forcée et il semble qu'ils aient eu un intrus. Godard aperçoit un pieu en argent sur le sol et remarque immédiatement que c'est leur sang qui s'y trouve. Il se précipite dehors et demande à Raoul de rester derrière lui et de le suivre. Il appelle son fils, Claude, et sa femme, Anna. Son fils lui répond et demande ce qui se passe. Godard lui demande si s'est passé quelque chose dans le manoir. Alfred, son majordome, accourt en entendant ces cris et Godard lui dit qu'il semble qu'un intrus soit entré dans la maison, mais Alfred répond qu'il n'a rien remarqué. Godard demande aussi des nouvelles du reste de sa famille. Il monte en courant à l'étage et trouve sa femme, Anna, gisant dans une mare de sang, brutalement assassinée avec un pieu en argent. Le matin, des journalistes bourdonnent autour de Godard, avides d'informations. L'un d'eux dit que ce qui s'est passé est une bonne chose, puis Annie, une fille de 14 ans, surgit de la foule et déclare que leur Godard a signé un serment écrit selon lequel il ne boira plus de sang humain. Un autre homme lui crie dessus en disant qu'on ne peut pas faire confiance aux vampires. Alors Godard sort de la maison et tous se précipitent vers lui en lui demandant ce qui s'est passé. Il répond alors uniquement à Annie que l'incident a été causé par quelqu'un qui dit streaming des vampires et que pour faire toute la lumière sur cette affaire, il va engager un détective particulier venu de l'Est, à savoir Shiguri et Aya. Annie prend peur en entendant parler des personnes qui vont arriver. Shiguru, Aya et Shizuku descendent de leur chariot et le cocher commence à se disputer avec eux au sujet de son témoin. Shiguru dit au cocher d'aller réclamer son témoin à leur Godard. Le cocher court vers leur Godard pour demander son argent. Shiguru dit à leur Godard qu'il aimerait que le cocher les ramène, donc qu'il devrait se reposer dans la maison, et leur Godard accepte. Shiguru se présente comme le porteur de cage venu du Japon. Lord Godard se présente également, ainsi que ses fils. Shiguru dit alors à Lord Godard qu'il n'est qu'un apprenti qu'Aya est sa patronne. Aya répond qu'elle ne se souvient pas de l'avoir fait son apprenti, mais simplement son assistant. Aya dit à Godard de ne pas s'inquiéter, qu'elle retrouvera celui qui a tué sa femme. Godard demande alors à Shiguru où est Aya, et elle ouvre la cage. Tout le monde est choqué, et Aya se présente comme détective. Elle demande ensuite à Godard de lui raconter comment il a découvert le corps. Après avoir parlé de la famille de Godard, qui comprend Gisèle et Alfred, deux domestiques humains, Godard évoque Anna elle-même, notamment sa passion pour réparer les choses. Étant donné que les corps vampiriques ont tendance à se désintégrer plus rapidement que ceux des humains, il ne dispose que d'une photo du cadavre comme indice. En l'observant, Aya déduit que c'est bien un petit à tuer. Elle a saigné moins du côté gauche que du côté droit de sa poitrine, et elle semble également avoir dormi paisiblement au moment des faits, étant donné l'absence de surprise sur son visage. Cependant, la chaise sur laquelle elle a été retrouvée ne présente aucune trace de perforation visible, et ses mains ainsi que ses pieds étaient intacts malgré la possible présence d'eau bénite répandue après le meurtre. Cependant, quelques indices subsistent, notamment sous la forme d'une bouteille poussiéreuse et vide. Il y a du sang sur le bouchon. Quant au pieu en argent, toucher de l'argent a tendance à brûler et à roussir la peau des vampires. Si un vampire est brûlé de cette manière, ses pouvoirs régénérateurs cessent de fonctionner et il faut environ une semaine pour guérir complètement. Seuls Alfred et Godard possèdent les clés de la réserve où le pieu a été remis. Il reste suffisamment de preuves et de détails compromettants pour remettre en question l'idée qu'il s'agisse de quelqu'un venant de l'extérieur du manoir. Mais qui cela pourrait-il être? La petite Lottie apparaît derrière Shiguri alors qu'il essaie de calculer les déductions Baya. Lorsqu'il se tourne vers la fillette, elle prend peur et s'enfuit précipitamment. Après le générique, une scène intrigante montre un chasseur de vampires faire son apparition armé d'une arbalète. De retour au manoir, c'est l'heure du dîner et Shiguri mange joyeusement avec la famille. Aya et Shizuku gardent un œil sur tout le monde, essayant de repérer quelqu'un qui agirait de façon inhabituelle. Alors que certains s'interrogent sur le sens aigu de l'observation d'Aya, le chauffeur demande à Aya comment elle en sait autant sur lui et sa femme.
Elle commence à analyser les vêtements du chauffeur, ce qui la pousse à le regarder et à dire que sa barbe est négligée, mais que le col de sa chemise est propre et que certains boutons ont été remplacés, ce qui montre que sa femme la repasse et la répare régulièrement. Elle continue à parler de lui et conclut qu'il n'a pas bu d'alcool depuis une semaine parce que quelqu'un lui a demandé d'arrêter. Le reste de la famille demande à Godard s'il fait confiance à Shuguru et Aya, et Godard répond que oui. Aya revient aux choses sérieuses et demande ce qui s'est passé lors de l'incident. Godard explique qu'après le dîner, sa femme est partie se reposer un moment dans sa chambre. Pendant ce temps, il est monté dans son bureau et a commencé à discuter avec Claude. Personne ne semble avoir vu Anna après le dîner. Charlotte a suivi Godard et Claude et a joué avec ses poupées, puis ils sont descendus dans l'atrium principal où lui et Lottie se sont séparés de Claude. Godard est parti chasser, ce qui fait partie de sa routine habituelle ce jour-là dans cette maison, tandis que Lottie était alors avec Gisèle. Godard affirme que rien ne semblait anormal dans la réserve pendant la soirée, mais il se pourrait bien que quelqu'un ait pris quelque chose à ce moment-là. Raoul, comme nous le savons, était dans la forêt avec Godard. Claude laisse Charlotte avec Gisèle à ce moment-là et retourne dans sa chambre où il est seul. Aya demande à Raoul ce qu'il faisait pendant les 30 minutes qui ont suivi la fin de son repas. Ils s'emportent tous et disent qu'Aya pense que l'un d'eux a tué Anna. Raoul dit qu'avant de sortir chasser, il est aussi dans sa chambre, mais il n'a rien entendu de particulier. Gisèle, la domestique, dit qu'elle nettoyait la cuisine puis qu'elle est allée à la buanderie à 1h du matin. C'est ce qu'elle fait tous les jours, et comme Lottie semblait s'ennuyer à ce moment-là, elle a décidé de lui chanter quelques chansons en faisant la lessive. Elle est allée aux toilettes une fois pendant ce temps-là, ce qui fait que Lottie est restée seule, mais c'est tout. Alfred dit qu'il est descendu au bureau au sous-sol et qu'il ajustait l'emploi du temps de Godard, mais à part ça, il n'a rien fait. Il était tout seul pendant tout ce temps et n'a entendu aucun bruit. Curieusement, Claude ferme les yeux et secoue la tête pendant qu'Alfred dit cela, ce qui est plutôt suspect. Après avoir entendu les témoignages de tout le monde, Aya admet qu'elle a réduit la liste de suspects à 2 personnes, Alfred et Claude. Au moment où elle dit cela, Lottie renverse sa boisson et quitte la pièce en pleurant. Le dîner terminé, Claude rattrape Aya et Shuguru, précisant qu'il n'a pas tué sa mère et qu'il briserait volontiers la nuque de Shuguru s'il en avait l'occasion. Lorsqu'il part, Aya fait remarquer qu'elle a observé les mains de tous les empires pendant le dîner et qu'elles semblent exemptes de coupures ou de brûlures. Rappelez-vous, le pieu en argent laisse des marques de brûlures qui ne guérissent pas tout de suite, donc cela pourrait bien signifier qu'Alfred ou Gisèle est responsable. Shuguru et Aya partent avec Godard pour explorer plus en profondeur la forêt, où Godard souligne que la façon dont sa femme a été tuée laisse penser qu'un chasseur de vampires pourrait être responsable. Est-ce une diversion? Pour l'instant, Aya garde toutes ses options ouvertes. Alors qu'ils discutent de Ronnie et de l'immortel dans la forêt, un chasseur tire soudainement un carreau d'arbalète en plein dans le cou de Godard. Mais cela ne l'ébranle pas, et il jure d'inspirer la terreur dans le cœur de cet homme. Godard plaque immédiatement l'homme au sol et exige des explications, persuadé qu'il a tué sa femme. Mais comme il vient tout juste d'arriver en vie, d'après Aya, il pense que ce n'est pas possible. Les affaires du chasseur prouvent qu'il était à Berlin il y a 3 jours, donc il n'a pas pu tuer Anna. Il s'appelle Joseph et il est ici pour venger la mort de Hugo. Après avoir entendu le récit de l'homme, Aya décide de le laisser partir, pensant qu'il a retenu la leçon et qu'il n'a plus besoin d'errer dans la forêt. Ils vont retourner au manoir et résoudre cette affaire une bonne fois pour toutes. À l'intérieur du manoir de Lord Godard, tout le monde se réunit pendant qu'Aya Rando leur annonce que l'un d'eux est le meurtrier de Anna. Aya Rando explique qu'après avoir examiné la scène du crime, il ne lui reste que quelques problèmes à résoudre. Premièrement, il y a 2 témoins, ce qui signifie qu'ils ont collaboré pour commettre le meurtre. Aya affirme que le meurtre a dû avoir lieu vers 1h du matin. Elle soupçonne le meurtrier d'avoir frappé le pieu en argent avec un marteau et d'avoir placé quelque chose entre les deux pour étouffer le bruit. Aya explique que, puisque le manteau du meurtrier est couvert de sang, cela prouve que, lorsqu'Anna a été tuée avec le pieu, rien n'a empêché les éclaboussures de sang. L'immortel dit que la dernière pièce de son puzzle est que le meurtrier a tenu le pieu en argent à la main et a poignardé Anna, ce qui explique pourquoi personne n'a entendu de bruit. Aya explique que la raison pour laquelle le meurtrier ne peut pas utiliser un marteau sur le pieu, c'est parce que cela casserait le pieu. Cela signifie que l'arme du crime n'est pas le pieu en argent, mais un pieu fabriqué dans une autre matière. Lord Godard lui demande ce qu'elle veut dire par là, et elle répond que ce qu'il a vu, c'est un pieu en argent couvert de sang. Elle précise que le pieu utilisé par le meurtrier est un pieu suffisamment fragile pour se briser s'il était frappé avec un marteau. Aya Rando dit que le dernier élément de son énigme est la bouteille laissée sur les lieux du meurtre. Elle explique que la bouteille semble poussiéreuse, mais qu'après l'avoir nettoyée l'extérieur, on voit qu'elle est sale à l'intérieur. Elle affirme que cela signifie que le meurtrier a laissé la bouteille pour faire croire qu'il avait aspergé de l'eau bénite partout. Elle précise cependant qu'il y avait bien des traces d'eau bénite sur le corps de Anna. Elle demande d'où vient l'eau bénite, puisque la victime est un vampire.
Aya Rando explique que le meurtrier a congelé de l'eau bénite pour créer un tuyau en glace. Elle dit que le meurtrier a poignardé Emma avec ce pieu de glace pendant qu'elle dormait dans son fauteuil. Le sang a giclé et le pieu d'eau bénite a fondu immédiatement à cause de la température élevée. L'eau bénite fondue a imbibé ses vêtements et a brûlé sa peau. Elle analyse toute la situation en expliquant que le meurtrier a exécuté son plan. Elle dit que la seule chose qu'elle ne comprend pas, c'est pourquoi le meurtrier a utilisé cette méthode. Elle dit que le meurtrier utilise cette méthode parce qu'il cherche seulement à se créer un alibi. Aya Rando explique que, pour résoudre cette affaire, il y a 5 choses que le meurtrier ne doit pas avoir. Il ne doit pas avoir d'alibi pour la période réelle où le meurtre a eu lieu. Il doit être quelqu'un qu'il pense, au départ, incapable de commettre le crime à cause de l'alibi arrangé pour la période du meurtre. Troisièmement, le meurtrier doit avoir eu le temps de se déplacer pendant la période ultérieure. Le meurtrier doit être quelqu'un d'assez fort pour briser une serrure et poignarder quelqu'un avec un pieu épais. Enfin, la personne doit être suffisamment habile pour avoir commis le meurtre sans qu'un vampire ne le remarque. Aya Rando dit que les seuls à ne pas avoir d'alibi pendant la période du meurtre sont les 2 domestiques et Raoul. Elle précise que, parmi les 3, seuls Gisèle et Raoul remplissent la 2e condition. Elle dit que ces 2-là remplissent également la 3e condition. Aya Rando affirme que le seul à pouvoir remplir la 4e et la 5e condition, c'est Raoul. Il se lève de sa chaise et dit qu'il est impossible qu'il ait pu faire ça. Elle explique que Raoul ne peut pas manipuler le pieu d'argent car ses mains seraient brûlées. Elle ajoute qu'il n'y a personne dans la maison dont les mains portent des traces de brûlure. Après avoir analysé toutes ces possibilités, Raoul fonce sur Aya et tente de l'attaquer, mais Shiguri lui attrape la main. Il demande à Shizuku de s'occuper d'Aya pendant qu'il s'occupe de Raoul. Shiguri donne un coup de pied à Raoul et le fait passer par la fenêtre. À l'intérieur de la maison, Aya explique alors Godard comment Raoul a tout planifié et comment il rencontre Hugo le chasseur. Elle dit alors Godard que la motivation de Raoul est qu'il refuse d'être un alibi humain. Elle ajoute que s'il a besoin de preuves, il en trouvera quelques-unes dans la chambre de Raoul. Dehors, Raoul affirme que tous ses frères et sœurs font tout ce que leur père leur dit. Il explique qu'il agit ainsi parce qu'il veut que leur père change d'avis à propos des humains. Raoul déclare qu'il va devoir tous les tuer. Il fonce sur Shiguri, mais ce dernier le repousse et le projette à travers le mur. Raoul, furieux, se précipite de nouveau sur Shiguri, mais ce dernier esquive toutes ses attaques. Shiguri le frappe jusqu'à ce qu'il ne bouge plus, inerte. Shiguri entre dans la maison et annonce à Aya qu'il a terminé le travail. Shizuku informe alors Godard que leur mission est accomplie et qu'il doit Arthur. Devant le manoir, Aya parle alors Godard d'un homme d'une 60aine d'années avec une jambe artificielle et une canne noire. Lord Godard explique que cet homme lui a rendu visite il y a quelques jours et lui a demandé de l'appeler professeur. Aya Rando dit que c'est l'homme qui détient le reste de son corps. On voit un homme attaché à une chaise et Arsène Lupin l'appelle Eric et lui demande comment il va. Eric lui demande comment il connaît son nom. Arsène Lupin lui raconte son passé, expliquant qu'il est né avec des cheveux blancs et un visage défiguré. Il continue à lui parler de l'endroit où il vit et de toutes les informations qu'il a recueillies à son sujet. Il lui explique comment il n'est plus connu sous le nom du fantôme de l'opéra. Eric demande où il se trouve et l'homme répond qu'il appelle cet endroit. Le fantôme demande pourquoi Lupin l'a enlevé. Il lui dit qu'il a un travail à lui confier à Londres. Le fantôme lui demande ce qu'il compte voler. L'homme répond. La nuit de l'avant-dernier jour au manoir de Phileas Fogg. Un train arrive à la gare et il voit parler d'Arsène Lupin, un célèbre voleur français, et du fait qu'il a envoyé une lettre de menace au manoir de Phileas Fogg. Annie prend un exemplaire du journal et dit que tous les détectives veulent être engagés pour contrecarrer Lupin. À la boutique de Canalbert Hound, le serveur demande à Shiguri s'il souhaite commander quelque chose, mais il répond que c'est Aya qui veut passer une commande. Shizuku dit à Aya que la liste des clients est rangée dans le tiroir. Le serveur demande à qui elle parle. Il s'exclame en voyant Aya. Shigari porte la cage à oiseaux en marchant dans la rue avec Shizuku. Ils sont soudainement arrêtés par 2 hommes qui leur demandent de remettre la liste qu'ils ont prise chez Han. Shiguri se prépare à se battre lorsque la police arrive et les arrête tous. À la demeure de Fogg, un carrosse arrive et tout le monde en descendant mécanier aperçoit Sherlock Holmes, le docteur Watson, le porteur de la cage et mademoiselle Aya Rando. À l'intérieur du manoir, un homme les accueille et se présente comme Passepartout, le majordome de la famille. Après avoir observé le bâtiment, Sherlock demande comment Lupin compte s'y introduire. Hésitant entre dans une pièce et dit à Lupin qu'il s'est rendu au manoir de Fogg, lequel a été fermé au public et a renforcé sa sécurité. Lupin demande des nouvelles de Holmes et Eric répond qu'il est là avec d'autres groupes. Eric dit à Lupin que tout ce qui se passe est dû à l'avertissement qu'il a envoyé. À l'intérieur du manoir, M. Fogg s'adresse à eux tous et déclare qu'il considère Arsène Lupin comme une menace, un véritable monstre. Il dit qu'il a appris que Lupin bénéficie de l'aigle de fantôme.
Le docteur Watson et Holmes demandent ce qu'est la lyre bernière. Passepartout explique qu'il s'agit d'un diamant rare de 80 carats. Il leur indique également où se trouve ce bien précieux. Voit Lupin et Fantôme discuter de leur mission et de la sécurité de Maître Fogg. Fantôme interroge Lupin à leur sujet. Il répond qu'il s'agit de professionnels prêts à tout pour protéger leurs clients. À l'intérieur du manoir, M. Fogg les emmène voir le diamant. Ils arrivent devant une porte que M. Fogg appelle la chambre des crimes additionnels. Puis ouvre les serrures de la chambre des crimes additionnels et ils entrent tous. Ils verrouillent la boîte et leur montrent le diamant. M. Fogg leur raconte comment il a obtenu le diamant de son ami allemand et comment il lui a fallu 10 ans pour ouvrir la boîte. Sherlock Holmes dit qu'il comprend pourquoi Lupin veut le trésor, car il est unique en son genre, et il jure de le protéger à tout prix. Un homme est assis à une table à manger avec 2 autres personnes lorsqu'un autre homme lui apporte un journal. Il lit le contenu du journal et dit qu'il doit rendre visite à un vieil ami. Holmes évoque toutes les façons possibles dont Lupin pourrait utiliser pour s'échapper du bâtiment et repartir avec le diamant. Après avoir examiné toutes les possibilités, ils quittèrent tous la chambre des crimes additionnels. Alors qu'ils longent le manoir, Sugaru demande à Aya si elle a un plan, et elle répond que oui. Puis c'est grand jour. Sugaru et Shizuku sont assis sur un banc dans un parc. Sugaru essaie d'attraper quelque chose à manger. Shizuku dit que puisqu'ils ont encore du temps devant nous, qu'aimerait faire Aya? Elle dit qu'elle aimerait visiter le musée de Sir Madame Tussaud. Le docteur Watson entre dans un bâtiment. Lupin, déguisé en Holmes, demande au docteur Watson quels sont ses plans pour ce soir. Mycroft entre dans la pièce et dit que l'homme assis sur la chaise n'est pas Holmes. Sherlock Holmes entre dans la pièce et semble surpris par ce qui se passe. Lupin enlève son masque après que sa couverture a été découverte. Sugaru et Shizuku marchent dans la rue. Il dit qu'après être arrivé à Londres, il doit absolument visiter un musée de cire. Shizuku explique que le musée propose une exposition spéciale appelée « Chambre des horreurs » qui présente un simulacre d'humanité des plus macabres. Sugaru essaie de parler à Ayarando, mais il n'obtient aucune réponse. Il enlève le tissu qui recouvre la cage et découvre qu'il s'est trompé de cage. Toujours à l'intérieur du bâtiment, le docteur Watson dit à Lupin que ce qu'il recherche est fortement gardé dans un coffre-fort souterrain. Holmes affirme à Lupin qu'il n'a aucune chance de voler le trésor. Lupin demande à Sherlock quelle est la caractéristique la plus marquante de Locke. Lupin ouvre la fenêtre de la pièce, dit qu'il y rosera plus tard dans la nuit, puis saute à tenir sur un chariot. En marchant dans la rue à la recherche d'Aya, Annie aperçoit Sugaru qui a l'air très triste, et il lui demande si elle a vu Aya dans les environs. Dans le cabinet du docteur Watson, il discute du conducteur du chariot qui a emmené Lupin. Le docteur Watson dit que le conducteur cache le côté droit de son visage et affirme qu'il s'agit du fantôme de l'opéra. Le docteur Watson demande à Sherlock Holmes pourquoi Lupin a pris le temps de venir le voir. Il dit que c'est peut-être parce qu'ils ont quelque chose en commun. Mycroft dit à Sherlock de se méfier des agents Royce. Il dit qu'ils partagent tous les deux le même objectif, protéger le diamant. Mycroft affirme qu'il est certain que les agents Royce ont d'autres motivations et il avertit Sherlock de faire attention. Dans la rue, un homme jette une cage et Aya tombe de la cage. Les agents jumeaux passent en voiture dans la rue et croisent Aya Rando. Elle leur demande de l'aide, mais ils ont d'autres projets. Shizuku est assise à côté de Lupin pendant qu'il parcourt la ville à la recherche d'Aya. Soudain, Shizuku aperçoit Aya sur la banquette arrière du char des jumeaux. Elle tourne le véhicule et dit à Fantôme de poursuivre les jumeaux. Sugaru et Annie trouvent une cage dans la rue, mais Aya Rando est improuvable. Ils discutent tous les deux de l'endroit où elle pourrait être. Un véhicule passe devant eux à toute vitesse et Sugaru aperçoit Shizuku avec Lupin dans un autre véhicule. Il aperçoit Aya dans le premier véhicule et saute sur le toit pour se précipiter à son secours. Après l'avoir sauvée, Aya comprend que l'homme avec qui Shizuku voyageait est Lupin. Au manoir de M. Fogg, les majordomes remettent une lettre à Sherlock indiquant qu'Aya a décidé de dîner vers le toit. M. Fogg et les autres se rassemblent tous dans la chambre des crimes additionnels, attendant patiemment l'apparition de Lupin. Sugaru se trouve sur le toit, et soudain, ils entendent un bruit étrange. Mycroft reçoit l'information que quelqu'un s'est infiltré dans le bâtiment nord et qu'un uniforme de Deep a été volé. À l'intérieur de la chambre des crimes additionnels, Sherlock sort son arme, détruit toutes les serrures et affirme que Lupin ne pourra pas les atteindre. Monsieur Fogg regarde l'heure et dit à Holmes et Watson de garder les mains sur le coffre-fort. Soudain, le bâtiment est secoué par des turbulences et de l'eau commence à pénétrer dans la pièce par le toit. Monsieur Holmes dit que Lupin les a eus, car ils ne pourront pas protéger la boîte sous l'eau. De retour dans la pièce, Reynolds demande à un garde ce que les hommes dans le sous-sol veulent qu'il fasse. Il répond qu'ils veulent qu'il perce le mur du sous-sol. Fatima demande à Reynolds ce qu'ils doivent faire, et Reynolds lui demande de partir pendant qu'il s'en tient au plan, alors Fatima se précipite hors de la pièce.
Dans le sous-sol, ils essaient tous désespérément de survivre à l'eau, et soudain, l'eau commence à descendre. Fatima tire sur le mur du sous-sol depuis l'extérieur et l'eau commence à s'écouler. Après que l'eau se soit retirée, il découvre que la boîte a disparu. Le docteur Watson parle avec colère et dit que c'est sa 11e défaite. Il demande comment Lupin obtient les serrures, car ils n'ont pas pu sortir de la pièce et le coffre-fort était sous l'eau. Fatima dit qu'il n'est peut-être pas complètement sorti parce que la porte d'entrée est bloquée. Ils sortent tous pour se réchauffer. En se nettoyant, Holmes s'approche de M. Ganimard et lui demande ses menottes. Il la sort, retourne M. Ganimard et le plaque au sol, le menottant immédiatement. Puis l'homme déclare que M. Ganimard est Arsène Lupin. M. Ganimard se relève avec les menottes et demande comment il a découvert sa véritable identité, car son bêtisement est Arsène. Il répond que ses pas étaient légers lorsqu'il a traversé le pont, et il révèle à tous les plans secrets de M. Ganimard sur la façon dont il se déguise en voleur. M. Ganimard se lève et enlève son déguisement, et tous sont stupéfaits de voir Lupin. Holmes lui dit qu'il a peut-être pris le coffre-fort, mais pas les diamants. Il ajoute qu'une des servantes de M. Fogg l'a livré à Baker Street dans l'après-midi, donc le diamant est de retour à Baker Street, et il révèle que tout ce qui se trouve dans le coffre-fort, c'est sa boîte à tabac. En entendant cela, Lupin lance une grenade fumigène et s'enfuit avec le diamant. Toute la demeure sombre dans le chaos alors qu'il continue de chercher Lupin. Il se déguise en un des gardes et s'échappe du manoir. Arsène Lupin est un grand voleur en France, mais au Japon, ils ont Nezumi Kozo, Genie Kozaki, et le plus célèbre de tous, Goemon Ishikawa. Il existe une histoire selon laquelle Goemon Ishikawa a été capturé au château de Fusime à Kyoto et condamné à être bouilli vif dans un chaudron. C'est tout ce dont les gens parlaient, ce qui n'amusait pas du tout ses sbires, alors ils décident de voler chaque marmite et chaudron dans Tuido, semant la pagaille partout. Lupin s'approche de Fantôme et lui montre le diamant ainsi que le coffre-fort. Alors qu'ils allaient ouvrir le coffre, Sugari leur a asséné un coup en plein visage depuis le ciel. Il descendit et ouvrit lui-même le coffre-fort. C'est Aya qui se trouve à l'intérieur du coffre. Elle se présente comme une détective spécialisée dans les monstres, c'est pourquoi elle a demandé à Sugari de la suivre et de perdre extrait, et aussi de la mettre dans le coffre à la place du diamant. Aya lui demande s'il pense pouvoir l'emporter contre Sugari et Shizuki. Il répond qu'il a le fantôme de l'opéra de son côté. Mais lorsqu'il se retourne, il découvre que le fantôme a disparu. Alors que Lupin se prépare à affronter Sugari, Reynolds apparaît et annonce qu'il va tous les éliminer d'un seul coup chacun. Soudain, un bruit de turbulence retentit et il voit annonce que le pont s'est effondré. Sugari dit que sans le pont, ils ne pourront pas partir. Un garde tient une lampe et essaie de prévenir les autres qu'il y a plusieurs doubles intrus, mais il se fait tuer. Un homme marchant avec une canne rare demande à son équipe s'ils sont prêts, car la nuit ne fait que commencer pour eux. L'homme dit que tendre une embuscade à Lupin sera facile, puisqu'ils se sont déjà débarrassés du pont. Il ajoute que Lupin ne détient peut-être pas le diamant, car il y a une probabilité qu'il y ait une confusion à l'intérieur de la voie. Ils se dispersent autour du manoir à la recherche de Lupin. Le docteur Watson et Holmes trouvent la boîte Kutmar à Yaranden. Holmes lui dit que Lupin n'est pas le problème pour l'instant, mais que ce sont les nouveaux intrus. Reynolds attaque Lupin et Shiguri, mais ils esquivent tous les deux son attaque et Shiguri donne un coup de pied dans le dos de Reynolds. Il se met en colère et se lance à la poursuite de Shiguri. Shiguri lui dit que Lupin s'enfuit avec le diamant. Reynolds lance un vase de fleurs sur Lupin et celui-ci tombe. À l'extérieur du manoir, Lupin, Shiguri et Reynolds continuent de se battre pour le diamant. Reynolds, cependant, va trop loin avec son habileté à l'épée et abat une colonne. Alors que le combat continue, le diamant est envoyé d'un coup de pied dans un bâtiment, alors les hommes s'y dirigent. À l'intérieur du bâtiment, Lupin demande à Shiguri de conclure une trêve afin qu'il puisse vaincre Reynolds. Le sabre autoché entre tranquillement, en se plaignant que le diamant a été taché, et Shiguri lui demande pourquoi son département déteste autant les monstres. Reynolds répond que ce n'est que certains d'entre eux, mais qu'en général, il n'aime pas devoir combattre des créatures comme lui. Alors que Denioni blessé gagne du temps, Reynolds s'approche de lui, mais il est d'abord frappé par Lupin. Le filou dit alors à Shiguri de ne pas s'inquiéter, car une attaque comme celle-là n'est pas suffisante pour le tuer. Ailleurs, Fatima essaie de suivre la prince du fantôme de l'opéra, se demandant pourquoi elle n'entend pas ses pas. Soudain, elle tombe à travers la bouche d'aération qui a pesé dans une pièce. Le fantôme explique alors qu'il est imbattable dans le domaine des saints. Après tout, il vivait dans un opéra. Quant à Shizuku, elle affronte la femme vampire aux cheveux rouges. Au cours du combat, le sang de la vampire éclabousse Shizuku et cela finit par affecter ses capacités au combat à cause de la forte concentration d'aphrodisiaque dans le sang. Profitant de cette occasion, la vampire décide de saisir la main de la domestique et lui explique que son toucher engourdit les gens.
Sherlock Holmes et Watson vident leurs revolvers en essayant de vaincre l'un des filous, spécialistes pour enflammer les gens. Les deux détectives confirment, tout en arrêtant, qu'ils n'ont plus de balles. Watson demande à Sherlock Holmes s'il a un plan, et le célèbre détective répond qu'il va utiliser le baïtu. Le filou, qui a complètement les deux détectives à sa merci, est distrait par Aya, qui propose qu'ils discutent. Dans le même temps, la jeune fille dans la cage à oiseaux manque de peu d'apprendre que le groupe de l'homme pourrait connaître l'emplacement de son corps. Ils sont immédiatement interrompus par Holmes, qui lance une fléchette empoisonnée en plein visage du magicien à la barbichette. Il observe alors l'homme qui vite pour rester debout. Soudain, une explosion les interrompt, et alors qu'il se tourne vers la source, Holmes aperçoit un visage familier qui appelle Moriarty. Par coïncidence, il correspond exactement à la description qu'il avait donnée à Shigure lors de leur première rencontre. Quant à Fatima, elle atterrit près de Reynolds, blessée, et lui demande avec inquiétude s'il va bien. Le bretteur déterminé lui dit de s'inquiéter plutôt pour le diamant qu'il n'a plus en sa possession. La scène suivante voit un homme aux cheveux roux sauter par la fenêtre et se précipiter vers le diamant. La soif de sang qui émane de lui est telle que tous s'arrêtent un instant avant de comprendre ce qui se passe. Aussitôt, Fatima tente de l'arrêter, mais il la tranche en morceaux d'un simple coup de main. Reynolds tente alors d'affronter le roux, mais il est violemment projeté contre un mur tout proche. En voyant ce massacre à sens unique, Lupin conseille à Shigure de s'enfuir. Moriarty discute avec Aya et Holmes, et les gentils lui demandent s'il essaie de reconstruire son organisation criminelle, mais le vieil homme répond qu'il a trouvé comment l'améliorer. Il leur explique qu'il a été inspiré par son apprenti, Jack l'Éventreur. Rafraîchissant la mémoire de Holmes au sujet du crime commis par Jack il y a 11 ans, Moriarty explique que Jack s'est intéressé au croisement entre humains et réunis par le biais de greffe. Retour sur Shigure et le rouquin, qui se présente sous le nom de Jack. Les deux hommes s'affrontent, et dans le feu de l'action, Shigure utilise le cœur de Fatima pour esquiver une attaque de l'Éventreur. Les deux hommes se dévisagent, se demandant s'ils se sont déjà rencontrés. Moriarty poursuit son explication, affirmant que lui et Jack sont un jour allés au Japon pour capturer des Oni et qu'ils ont transplanté des cellules d'Oni sur des sujets humains. Il a remarqué que les sujets recevaient trop de cellules d'Oni, ce qui entraînait leur mort, alors Moriarty a administré à Jack une petite dose. Il avoue avoir ajouté la cellule immortelle Baya ainsi qu'une cellule d'un vampire nommé Vamplatka Ajet, le transformant ainsi en monstre ultime. Jack continue de se battre contre Shigure et le domine largement. Après avoir projeté l'homme aux cheveux bleus au loin, il remarque que sa blessure ne guérit pas, alors il fait le lien et en conclut que Shigure est le sujet d'expérience qui s'est échappé après l'opération, appelant Shigure numéro 9. Finalement, Shigure reconnaît Jack et dit qu'il le poursuit, lui et Moriarty, depuis tout ce temps. Jack lui demande alors pourquoi, mais l'homme désinvolte présente au dernier moment, alors Jack sort du bâtiment en tenant une fusée éclairante, qui tire dans le ciel. Pendant ce temps, Shigure lutte contre la vampire et parvient à la poignarder. Furieuse, la vampire s'apprête à attaquer la domestique, mais dès qu'elle aperçoit la fusée éclairante, elle s'enfuit précipitamment. Moriarty dit à ses compagnons, Victor et Alastor, de partir puisque la fusée de Jack a été tirée, ce qui signifie qu'il a récupéré le diamant. Avec colère, Holmes déclare qu'ils ont démantelé l'organisation. Avant que Moriarty ne prenne congé, il leur dit que le nom de son organisation est Banquet. Subaru et les détectives se réunissent dans une pièce, et Shizuku a du mal à les rejoindre. Holmes informe alors le groupe que Lupin a dû s'échapper par le canal. Alors que le groupe parle du diamant disparu, Shigure leur dit qu'il a une annonce à leur faire. Pendant ce temps, le banquet se réunit et les membres portent un toast. Moriarty demande alors à Jack de leur montrer le diamant, et dès qu'il vérifie sa poche, il se rend compte qu'il a disparu. À la base de Holmes, Shigure leur montre le diamant et le remet à Monsieur Fogg. Le vieil homme se demande pourquoi la pierre leur a causé tant de problèmes, mais Holmes dit qu'il devrait déchiffrer le code gravé dessus. Sans perdre de temps, Aya récite les mots inscrits dessus et leur annonce qu'elle a déchiffré le code. Quelques instants plus tard, le groupe se tient à l'extérieur, et Aya demande à Shigure de placer la pierre précieuse sous un lampadaire. Dès qu'il le fait, le mot « Fonsenwald » apparaît dans la pierre. C'est taillé de loup-garou. Il y a 8 ans, dans une forêt sombre, une fille nommée Uta est traquée avec sa mère Louf par des humains. Après avoir réussi à atteindre une maison, la mère Louf explique à sa fille que les humains ont peur d'eux et que c'est pour cela qu'ils le chassent. En quelques minutes, la maison est incendiée et la longe se sacrifie pour servir de bouclier à son enfant. Au milieu des flammes, la maison s'effondre, révélant le loup-garou. Shigure et son groupe marchent dans les montagnes. Ils commencent à se comporter comme un amuseur en se demandant comment ils vont rencontrer les loups-garous. Aya lui dit alors qu'elle en a rencontré un il y a 150 ans.
Cela s'est produit lorsque tous les monstres étaient rassemblés, et c'est à ce moment-là qu'elle l'a appris. Aya précise qu'ils sont si forts qu'ils résistent aux balles. Shugari se demande alors s'ils ont une faiblesse, et Aya pense que les faiblesses des chiens fonctionneront sur eux. Non loin d'eux, ils aperçoivent un homme appelé Louise. Il les aperçoit et lui demande s'il connaît Erdendor. L'homme leur répond alors que c'est son village. Dès qu'il voit les deux Asiatiques dans une cage, il en déduit qu'ils sont les détectives spécialisés dans les monstres. Il réduit alors la distance entre eux et se présente comme Enman, un médecin. Il explique qu'une cible de leur village a été enlevée par un loup-garou. Le groupe est finalement conduit au village par Enman. Là, il voit les villageois hostiles et dévisagés. Enman s'excuse pour l'attitude de ses concitoyens, mais Aya lui demande d'expliquer ce qui a causé la disparition. Le médecin explique alors qu'il y a un peu plus d'1 an, la petite fille du maire a disparu après être allée chercher de l'eau. Son corps a été retrouvé en mauvais état et certaines marques indiquaient l'œuvre d'un loup-garou. 4 mois plus tard, la fille du bûcheron a été retrouvée dans un état complètement fou. Environ 4 mois après, il y a eu une autre victime. Curious, Aya demande si les victimes étaient uniquement des filles, et l'homme le confirme. Il leur raconte ensuite que sa fille, Louise, a été enlevée la nuit précédente. Enman explique qu'ils ont réussi à maîtriser un loup-garou il y a 8 ans avant qu'il ne puisse faire de mal à qui que ce soit. Le médecin les conduit à l'église, où 2 hommes se disputent à propos de l'affaire. Il leur présente les détectives, et après la présentation embarrassante de Shugari, les gens apprennent l'existence d'Aya. L'un des hommes s'apprête à lui tirer dessus, mais elle le raisonne logiquement, affirmant qu'elle va les aider à résoudre l'affaire. Le groupe commence par visiter la chambre de Louise. C'est là qu'ils apprennent que l'enfant est fragile. Après avoir examiné la chambre, qui est en désordre, ils remarquent des traces de pâte au sol menant jusqu'à la fenêtre brisée. Aya donne immédiatement l'ordre d'aller chercher des outils pendant qu'elle interroge la famille endeuillée sur ce qu'ils ont fait la nuit précédente. La mère a dit qu'elle avait mis la couverture sur sa fille et fermé les rideaux. Elle a désigné les 2 fenêtres de la chambre, affirmant que l'une était verrouillée, tandis que la fenêtre brisée était une fenêtre fixe qui n'était pas censée s'ouvrir à l'origine. Aya demande à Shugari de l'emmener près de la fenêtre brisée pour l'aider à examiner. Dès qu'il s'exécute, elle aperçoit le morceau de verre brisé à l'extérieur. Quant à Shizuku, elle monte sur le toit sur ordre d'Aya et confirme qu'il n'y a aucune trace de pâte ouverte dessus autour de l'endroit. La conclusion est que seule la fenêtre a été utilisée pour s'échapper. Aya ordonne alors à Shizuku de laisser tomber l'objet qu'Evi a demandé d'apporter à travers le trou. L'objet en question se trouve être l'oreiller de Shugari. Dès que l'objet a péri, il est couvert de poussière. Le docteur entre en tenant 2 objets couverts de traces de morsures et le groupe les examine. Aya demande alors aux parents de Louise si leur fille sort souvent, mais ils répondent que c'est seulement quelquefois. Même lors de ses rares sorties, il poussait le fauteuil roulant de l'enfant. Aya corrige alors le père en disant que le coupable a tout fait pour que la pièce paraisse folle, mais qu'il est en réalité très sain d'esprit. Il précise ensuite en expliquant qu'il n'y avait pas de traces de sang en dehors du lit ni sur la fenêtre, ce qui signifie que le coupable est venu avec un drap pour envelopper la fille et s'enfuir. En entendant Aya, le père de Louise se lamente. Aya remarque alors que la porte de la remise est cassée, et lorsqu'elle pose la question, le père de Louise explique nonchalamment que c'est un voleur qui a forcé en entrant pour voler des armes à feu. Le groupe d'enquêteurs demande alors si l'affaire est liée, puisque c'est exactement il y a 1 an que l'incident du loup-garou a commencé. L'homme rejette catégoriquement cette idée, affirmant qu'aucun loup-garou ne saurait manier une arme à feu. Aya annonce alors à son groupe qu'ils vont rendre visite au maire du village. Le groupe quitte la maison, et lorsque le père de Louise demande s'il y a une chance que sa fille soit encore en vie, Aya lui répond que, selon elle, il ne la reverra plus. Après l'avoir quitté la maison de la victime, Shugari demande à Aya si elle sait qui est le coupable, et elle répond qu'elle le tient par la queue. Dans le bureau du maire, l'homme explique que les loups-garous ont gravi la cascade pour venir les dévorer quand bon leur semble. Il demande alors au groupe de l'aider à retrouver le loup-garou. Aya demande alors où vivent les loups, et le maire répond qu'il habite à Wolfendel, un village caché au pied de la cascade. Au fil de la conversation, le maire comprend que le groupe poursuit ceux qui s'en prennent au loup-garou. Il remarque qu'il possède le diamant noir, mais déclare qu'il ne les aidera pas à atteindre le village des loups-garous. Aya conclut alors à marcher avec lui, elle trouvera le coupable en 2 jours, et si elle réussit, il leur montrera comment se rendre au village des loups-garous. À la gare de Schnatter, 2 exterminateurs descendent d'un train et passent devant l'homme. Aya commence par demander au maire s'il est au courant que les victimes des loups-garous sont des femmes, et l'homme répond « Peut-être que le coupable est une jeune femme ». Aya n'est pas d'accord avec cette idée car les incidents sont trop systématiques. Elle pense que le coupable pourrait avoir un autre motif que celui de satisfaire sa faim. Elle pose alors sa dernière question. Croit-il que le coupable vient de leur village? Le maire n'est pas d'accord. Il affirme plutôt que les loups-garous engendrent leur propre espèce et que les villageois sont tous humains.
Normalement, il n'y a personne à suspecter sur les étrangers. Le maire dit qu'il a testé les étrangers et qu'aucun d'eux n'a réagi, donc il pense que les loups-garous ne sont pas parmi eux. Le maire explique que l'arme des loups-garous, c'est leur sang. Ces créatures font très attention à qui s'accouple avec qui dans le but d'engendrer l'enfant le plus fort. Le maire fait remarquer que l'argent et l'eau bénite n'ont aucun effet sur la dernière génération de loups-garous. Suguri taquine aussitôt Shizuku en apprenant que l'argent ne fonctionne pas contre eux. Le vieil homme explique alors qu'il existe un moyen de vaincre ces monstres en les attaquant sous leur forme humaine. Il conseille de liser leurs yeux ou leur bouche, ou de les brûler, même s'il est tout à fait possible que les flammes n'aient aucun effet sur le loup-garou actuel. Le vieil homme, allongé sur son lit, se demande ce qu'il adviendra lorsqu'un les naîtra. Il explique que ce terme désigne le loup-garou ultime, issu de toute leur sélection génétique. Aya lui demande s'il a déjà vu de ses propres yeux que l'argent ne fonctionnait pas sur un loup-garou, et il confirme. Je raconte qu'il y a 8 ans, des loups-garous déguisés en mère et fille se sont infiltrés dans leur grillage, mais grâce à Louise, ils ont été repérés. C'est pourquoi, s'ils ne parviennent pas à retrouver Louise, il ne sait pas ce qu'il adviendra de son enfant. Les détectives rendent visite aux 3 étrangers présents dans leur village. Ils commencent par Canute, qui semblait le plus suspect des proies. Chez lui, Canute leur raconte comment il a croisé une femme blessée dans la forêt et en a déduit qu'elle avait dû avoir une liaison ou qu'elle avait été chassée de son ancien lieu de travail. Il l'a recueillie et a élevé elle et son bébé jusqu'à ce que l'enfant ait 8 ans. Grâce à Louise, la famille a été découverte que réduite en cendres. Canute a été chargé de ramasser leurs os et affirme avoir accompli sa tâche. Il dit que Henman n'est pas vaincu le coupable. Le deuxième étranger qu'il veut voir est une artiste et qui vit à la périphérie du village. Elle s'est installée là il y a 5 ans et affirme venir d'une famille d'artistes. En regardant autour de la chambre de l'artiste, Aya remarque les portraits de jeunes filles, alors elle demande à l'artiste si elle a une dessinée des filles. L'artiste explique alors que ces dessins sont des portraits commandés par les parents des filles décédées. Après calmant l'artiste et parler d'avoir aperçu un loup au pelage doré venant de la cascade, Aya décide de briser son illusion en lui disant qu'elle a percé à jour 2 de ses affirmations qui sont des mensonges. Elle dit à Alma qu'elle ne vient pas d'une lignée d'artistes, car la façon dont elle tient actuellement le fusain pour Ombre n'est pas celle des professionnels. Sur ce, Aya a conclu que l'artiste est autodidacte. Alma avoue avoir été abandonnée par ses parents quand elle était petite. Elle arrête ce qu'elle était en train de dessiner et montre le résultat final à Aya, ce qui impressionne ma détective. Aya et son groupe quittent alors la maison Belma et vont voir la cascade. Après cela, ils retrouvent Henman chez lui pour poursuivre leur travail. Aya demande au docteur s'il y a déjà eu un cas où Louise serait sortie toute seule. L'homme réfléchit un moment, puis se souvient d'un incident où les parents de Louise cherchaient leur fille et ont retrouvé son fauteuil roulant coincé dans la boîte extérieure. La fillette a été retrouvée toute saine et les parents ont appris que leur enfant était fasciné par la peinture Belma. Le docteur se dirige vers la porte et en quelques instants, les 2 exterminateurs entrent dans la pièce. En apercevant l'utilisateur de la cage, un combat rapide éclate, mettant Shiguri et l'un des exterminateurs dans une impasse. Le plus grand des 2 s'excuse auprès de Henman pour avoir mis sa maison en désordre. Le plus petit, qui est en duel avec Shiguri, se présente comme Alice Rapicho, tandis que l'homme musclé se fait appeler Kai Chentel. Alice, qui veut en finir avec ses adversaires, demande à son partenaire s'ils peuvent passer aux choses sérieuses. L'équipe d'Aya informe qu'ils sont actuellement en mission et qu'ils ont conclu un accord avec le maire pour qu'il leur apprenne à utiliser la gemme une fois qu'ils auront résolu son affaire. Les exterminateurs sont alors mis au courant des mystères de meurtres qui se produisent dans le village et Aya explique qu'elle veut résoudre l'affaire puisqu'elle est détective. Elle propose alors qu'ils concluent un marché. Kyle, en entendant, dit à Alice qu'il bat en retraite. Après avoir réussi à convaincre l'agent 3, au tempérament explosif, elle jure de tuer Aya. Aya se moque d'elle en disant que c'est la blague du siècle. Plus tard dans la nuit, Aya est Shiguri médicalement pour lui sauver la vie, mais Shizuku les interrompt de façon agaçante. Le détective conclut alors qu'il a trouvé le coupable. Non loin de là, ils entendent les bruits des villageois et s'y dirigent. Devant la maison Belma, les villageois encerclent l'endroit, brandissant des torchers et exigeant des explications de la part de l'artiste. L'artiste leur dit alors de rester à l'écart, peinant à garder sa lucidité. Le père de Louise demande alors des nouvelles de sa fille, mais l'artiste répond qu'elle l'a prise comme en cas. Alma finit par perdre le contrôle et se transforme en loup-garou avant de sortir de sa maison. Alice, qui se trouve sur les lieux, tire immédiatement sur le loup-garou avec une balle en argent, mais cela n'a aucun effet. Aussitôt, le loup-garou s'enfuit dans la forêt. Shiguri poursuit la créature en tenant Aya dans ses bras, puis lui dit qu'elle a dû prendre du poids, ce qui semble vraiment étrange. Ils arrivent dans une clairière près de la cascade et Shizuku tire sur la bête, mais cela n'a aucun effet. À son tour, Shiguri liquéfie Aya pendant qu'il se prépare à affronter le loup-garou.
En quelques secondes, le combat commence et Shuguru n'arrive pas à suivre la créature en perte de vitesse. Lorsque le loup finit par le mordre, il soulève le cabot et le projette, montrant une situation de force égale. Aussitôt, Shuguru dit à Shizuku de viser les yeux de la créature et elle fonce sur elle avec son arme. Malheureusement pour elle, le loup-garou esquive son tir et se précipite là où se trouve Aya. Il jette alors la cage dans la cascade, mais Shizuku se précipite juste à temps pour sauver sa maîtresse. Dans la foulée, elle tombe à l'eau tandis que Shuguru rattrape Aya. Dans un certain endroit, sur une tour de guet, une femme d'une tribu particulière s'oppose à son peuple. Elle reste en haut de la tour de guet et ne voit aucune honte à suivre son cœur s'enfuyant. Le chef du village la réprimande alors, lui rappelant qu'elle est la prêtresse, mais la jeune femme refuse ce rôle. La vieille dame frappe le sol de son bâton et les gens autour d'elle détruisent la tour. Le lendemain, à l'église, Enman soigne les blessures de Shuguru et les exterminateurs arrivent. Alice est furieuse d'avoir cherché toute la nuit sans avoir fait le moindre progrès pour retrouver Anna. En présence du maire, Aya demande à l'homme de tenir sa part du marché puisqu'ils ont trouvé le coupable, mais Alice intervient en disant qu'Aya n'a pas été la première à le trouver. La détective en cage rappelle alors à la jeune fille blonde qu'elle avait promis de les emmener avec elle. Sous toute cette pression, le maire leur dit de prendre l'avant-dernière nuit jusqu'au vestige de la tour de guet avant l'aube et de la pointeur vers la lumière du soleil, avec le poêle tourné dans sa direction. Tôt le matin du jour suivant, ils font ce que le maire a indiqué et ils se retrouvent devant la maison du croc. Shuguru utilise la pierre et voit l'emplacement du village des loups-garous. Alors qu'ils s'y dirigent, ils sont repérés par un autre groupe qui les suit de près. Ailleurs, Shizuku se réveille dans un ituye et se retrouve entouré de visages inconnus. En réalisant qu'elle est réveillée, une fille blonde parmi eux réveille les autres endormis. Elle explique alors à Shizuku qu'elle est tombée dans la cascade. Le loup rouge près d'elle se transforme alors en humain après qu'on lui ait dit que Shizuku n'est pas la coupable qu'il recherche. Surpris, ils apprennent que la jeune fille est une humaine. Une humaine venant de l'Est. La chef, Nora, lui dit de faire attention car son peuple a des sens très développés. Shizuku demande quel est le coupable qu'il recherche. Il promet même d'amener sa maîtresse pour les aider car c'est une détective spécialisée dans les affaires impliquant des créatures non humaines. Les loups-garous demandent curieusement où se trouve la maîtresse de la servante, mais puis qu'ils apprennent qu'il s'agit d'une humaine, ils abandonnent l'idée et disent à Shizuku qu'il vaut mieux qu'elle quitte le village immédiatement. En tant que servante, elle remarque le thé grossier que boivent les villageois, alors elle leur montre comment on prépare le thé dans son pays, utilisant ce geste pour les remercier de l'avoir sauvé. Les villageois goûtent le thé et le trouvent bon. Shizuku les remercie et leur demande de lui expliquer ce qui se passe dans leur village avant qu'elle ne parte. Nora pose sa tasse et raconte à la servante que les meurtres dans leur village ont commencé il y a un an. Elle précise que 3 filles ont été brutalement tuées à l'aide d'un fusil de chasse. Les meurtres ont eu lieu à des intervalles de 4 mois et toujours les jours de pluie. À cause de la pluie, les Blitzkralls n'ont pas pu suivre la piste de l'odeur. Déconcerté, Shizuku demande ce que sont les Blitzkralls et Nora lui répond que ce sont les hommes du village qui les protègent. Elle laisse alors entendre que le coupable pourrait être l'un des leurs, mais Nora ordonne à la servante de sortir. À ce moment-là, elle réalise le danger qui la menace et se demande comment elle pourra quitter le village sans se faire remarquer. Les filles élaborent alors un plan pour aider Shizuku à s'échapper du village. Dehors, Shizuku se cache dans du foin et est poussé par les amis de Nora. Soudain, elles se rendent compte que les Blitzkralls sont tout près et se demandent quoi faire. L'un des hommes s'approche d'elles et sans odeur du thé qu'elles ont bu. Au moment où ils s'apprêtent à partir, la charrette bascule Shizuku à découverte. Aussitôt, les hommes autour d'eux se mettent en alerte et se ruent sur elle. Shizuku les repousse, mais elle se retrouve finalement encerclée. L'un des Blitzkralls lui demande de s'expliquer, alors Shizuku ment pour protéger les villageois qui l'ont aidé. Soudain, la vieille sorcière arrive au milieu de la cour et ordonne la mort de l'une dans leur village. Lorsque la situation dégénère, l'une des amies de Nora finit par tout révéler. En quelques minutes, Shizuku est jugée et c'est l'ancienne du village qui décidera de son sort. Plus la servante se défend, plus elle s'accure des ennuis. Soudain, un coup de feu retentit et tout le monde se dirige dans cette direction. Après être entrés dans la forêt, ils aperçoivent le corps de Nora étendu au sol. Puis Blitzkrall renifle les environs et confirme l'odeur du sang humain mêlé à celle de Nora. L'ancienne du village désigne Shizuku comme étant celle qui a tué Nora, mais les villageois ne sont pas d'accord avec elle. Les amis de Nora supplient alors Shizuku d'intervenir et elle accepte. Tout d'abord, elle demande aux hommes d'examiner les vêtements de Nora et ils confirment qu'ils sont secs. Elle en conclut alors que Nora a été abattue juste après avoir remis ses vêtements. Alors qu'elle se demande d'où Nora a été déplacée, certains hommes remarquent des traces près d'un mur, indiquant la trajectoire de tir. Shizuku se demande pourquoi ils n'ont entendu qu'un seul des coups de feu.
Le chef des Brutes Krall lui demande alors si elle sait où se trouve le coupable, mais la domestique nuit. Elle lui dit ensuite que sa maîtresse peut résoudre l'affaire, mais le chef, déjà en colère, déclare qu'aucun humain ne sera autorisé à entrer dans leur village. Un peu plus loin, sur une falaise, Shiguru et les exterminateurs essaient d'emprunter un sentier étroit qui les rapprochera du village d'Eyu. Soudain, ils sont papatés par Victor Krokenstein. Le colosse attrape Shiguru sur la colline et descend. Quant à Alice, qui est assommée, elle est sauvée par Kyle, qui utilise sa chaîne pour attraper sa jambe. Alice se fâche et crie sur Kyle parti mais la lâche pas. Le grand type lui dit calmement qu'il soupçonne que la personne qui les a attaqués plus tôt soit banquet. Lorsque Victor arrive au sol, Aya discute avec lui et il leur dit qu'il a eu l'impression que les exterminateurs les dérangeaient. Shiguru essaie de partir, mais Victor l'en empêche, exigeant un emplacement du village des loups. Il leur dit qu'il a vu Shizuku descendre le courant plus tôt. Victor leur explique que Kamiya est avec eux, donc ils ne peuvent pas agir pendant la journée. En l'entendant, Aya dit à Shiguru de tout avouer à Victor et il obéit. Victor demande le diamant au chaos. Shiguru ment sur la véritable localisation. L'homme aux cheveux bleus fait ce qu'on lui dit et s'éloigne avec Aya. Victor se remémore ce qu'il a dit plus tôt. Il en conclut que Shiguru les a manipulés. Au village des loups, les villageois enterrent Nora au cimetière tandis que Shizuku est enfermé dans une cellule. Non loin du village, Vera, la louve rousse, dépose les vêtements de Shizuku sur un sentier. Il aperçoit soudain un homme avec une cage à oiseaux ramasser les vêtements en prononçant le nom de Shizuku. Ils se rencontrent et se présentent. Zera les conduit alors à la cellule où Shizuku est bétonné. Ils font de brèves retrouvailles avant d'entrer directement dans le vif du sujet. D'abord, Aya dit qu'elle a entendu l'essentiel de l'histoire par Vera, puis apprend qu'il serait risqué de faire évader Shizuku. Elle se demande alors à Shizuku de rester tranquille pendant qu'elle va résoudre l'affaire. Aya et Shiguru se rendent sur la scène du crime. La fille en cage demande alors à Shiguru de l'emmener près des taches de sang et il s'exécute. Malgré l'avertissement de Shiguru, qui rappelle à Aya que les loups-garous sont à leur trousse et se rapprochent, elle lui demande de toucher la pierre en forme de cône roi de la scène. Dès que Shiguru s'exécute, il découvre un compartiment secret qui lui permet de descendre sous terre et d'échapper aux loups. Le groupe explore le sous-sol et trouve l'arme à feu ainsi que le tissu utilisé par le coupable pour tuer les victimes. En examinant le vieux fusil, Aya en conclut qu'il s'agit de l'arme volée dans le magasin du père de Louise. Il quitte les lieux et arrive à un autre endroit où se trouve un petit étang et du sang sur le sol. Ils inspectent les environs et repèrent une sortie qui les éloigne du village des loups pour les mener vers le village de Louise. À peine sortis du passage, ils sont immédiatement repérés par le docteur. Bien qu'ils soient surpris, le docteur leur annonce que le corps de Louise a été retrouvé. Aya demande alors aux parents endeuillés s'ils ont toujours pris soin de leur fille, surtout avant qu'elle ne rencontre Uta, la louve-garou. La remarque d'Aya touche un point sensible et la mère de Louise s'effondre, hurlant et demandant pourquoi ils ont été punis. Elle avoue avoir abandonné l'enfant puis mis en scène la situation, mais elle finit par être retrouvée. Le plus ironique, c'est que la fille qui l'a retrouvée s'est révélée être une louve-garou, dénoncée par celle qu'elle pensait être son amie, Louise. Aya dit alors aux parents endeuillés d'offrir à leur enfant des funérailles dignes. Shiguru emmène Aya avec lui alors qu'il quitte le fort. Aya précise que la fenêtre brisée dans la chambre de Louise apportera l'indice final. Pour l'instant, Aya dit qu'ils devraient retourner à Werfenel. Ils arrivent à l'entrée souterraine et descendent. À l'extérieur de l'entrée, les deux agents se tiennent au-dessus. Alice demande à Kyle de rassembler tout le monde du village. Kaya retourne dans sa chambre et découvre que ses amis sont inconscientes à cause de Carmilla. La vampire utilise son pouvoir aphrodisiaque sur la fille surpuissante qui s'effondre aussitôt. Devant la prison, Vera court à la rencontre des gardes du lieu, criant que l'arme de Shizuku a disparu. Aussitôt, le garde s'élance, se transforme en loup et partant. Pour s'enfoncer dans la forêt. À l'intérieur du bâtiment, Vera et Shiguru libèrent Shizuku. La servante remercie la rousse et il réagit comme un tsundere. Aya leur dit qu'ils attendront le bon moment pour retourner au village. Elle confirme les horaires de sommeil des villageois et explique comment ils vivent seuls. Les Brutes Krall se rassemblent et découvrent de nouvelles odeurs inconnues, alors ils partent éliminer tous les intrus. 3 des loups-garous défient Shiguru un par un, mais le combattant expérimenté les met tous à terre. De l'autre côté du village, les humains affrontent les loups-garous, tuant les monstres sur leur passage. Shizuku, Aya et Zera se trouvent au cimetière du village. Aya ordonne à Shizuku d'aller sauver Kaya, tandis que les exterminateurs sont mis à l'épreuve par le banquet, la scène étant prête pour que les ennemis jurés s'affrontent. Alice affronte Alastor dans un duel au pistolet, et Shizuku se jette à la gorge de Carmilla dès qu'elle la voit. Quant à Victor, il est enchaîné par Kyle, l'homme musclé qui se moque de Victor en le traitant, lui et les loups-garous, de locomotive.
Heureusement, Suguru arrive et vient en aide à Victor. Il dit qu'il a montré qu'il pouvait rendre service. Le demi trop sûr de lui perd l'équilibre et se fait attaquer par Kai. Heureusement, Victor lève et il donne un coup de pied au visage de Kai, l'assommant. Suguru récupère le diamant auprès de Victor puis lui demande s'il connaît l'emplacement du corps d'Aya. Victor avoue que le corps est en sécurité, disant que Moriarty l'a enfermé. Il dit ensuite à Suguru qu'ils l'attendront à Londres. Alice poursuit sa fusillade avec le farceur. Elle se fait même tirer 2 fois sur son chapeau. Elle l'observe attentivement tirer avec une arme et voit son corps s'effondrer. Quant aux filles, Carmilla affronte Shizuku, qui, il se trouve, ne porte pas de sous-vêtements. La rousse déjantée utilise son pouvoir d'illusion sur Shizuku, l'enveloppant de vêtements avant de la laisser là. Peu après, Shizuku se réveille et jure de s'en prendre à la vampire la prochaine fois. Alice va vérifier le corps à l'endroit où elle est tombée pour découvrir que les rôles sont inversés et qu'elle se retrouve à suffoquer. Alastor dit qu'il préfère qu'on l'appelle magicien. Dans la cabane, Suguru revient voir Aya et lui demande si elle a fini de vérifier ce qu'elle voulait faire, puis il lui demande d'en venir à la révélation. À sa grande surprise, elle lui annonce qu'elle a un autre travail pour lui. Quelques instants plus tard, alors que les loups-garous s'apprêtent à reprendre leur affrontement avec les humains, Aya leur crie d'épée, signifiant qu'elle sait qui est le coupable. Shizuku soulève la cage à oiseaux et s'avance vers l'espace créé entre les deux camps. Aya déclare alors que le coupable se trouve être quelqu'un qui est Nora, Yuta, puis Louise. Au sommet de la tour de guet se trouve un loup au pelage doré. Une seule personne pouvait jouer le rôle de plusieurs personnes et semer la confusion. Aya explique que dans la chambre de Louise, en regardant par la fenêtre, on constate qu'une gorge de terrien s'est échappée par là, mais il n'y avait aucune trace d'effraction dans la pièce. La détective explique que la ressemblance entre Yuta et Louise est frappante. Elle ajoute également que la véritable Alma a été tuée puis remplacée par le même imposteur. L'enfant, Nora, était autrefois connue sous le nom de Yuta. Elle a enlevé Louise il y a environ 1 an et a commencé à jouer le rôle de Nora et de Louis. Pendant ce temps, Louise se trouvait dans la grotte Sukaen, un endroit qui relie les 2 villages. La condition qui a rendu toute cette agitation et ces meurtres possibles était que les 2 races dormaient à des moments différents. Ayla explique que Juta dépeste les 2 villages, alors elle a élaboré un plan pour qu'ils s'anéantissent mutuellement. Aya dit que lorsqu'elle a déterré la tombe de Nora et n'a pas vu son cadavre, elle a tout de suite su qui était la coupable. Nora s'est fait passer pour Anma et a envoyé Shizuku au village des loups, uniquement pour ensuite sauver Shizuku en tant que Nora et la faire entrer dans le village. Cette même Nora avait prévu que Shizuku soit démasqué et accusé à tort. Pendant que Shizuku subissait le procès, Nora est descendue sous terre et a assassiné Louise. Elle a mélangé son sang avec celui-ci pour tromper le Blitzkrieg. Elle a ensuite tiré un coup de feu après l'avoir accompli sa mission pour sauver Shizuku d'un meurtre. Après qu'Aya ait déclaré que le plan de Nora n'était pas terminé, la louve-garou s'excuse auprès de Vera et dit à l'ancienne du village qu'elle va partir. La vieille femme se lamente car leur race ne pourra jamais atteindre l'état de loup-garou ultime. Nora quitte les lieux et se dirige vers les souterrains. En arrivant, elle trouve Suguru qui l'attend avec 2 chaînes. Elle lui dit de la laisser passer où elle les tuera, mais l'inflexible Suguru ne cède pas. Nora commence par hurler, éteignant toutes les lumières. Elle l'attaque, lui empenant la chair à plusieurs endroits. À sa grande surprise, Suguru lui tient tête et finit par la maîtriser. Le résultat est que Nora se retrouve enchaînée comme un chien. Quelques instants plus tard, Aya arrive et demande à Suguru de la libérer. Elle tourne autour du pot, disant qu'elle savait que Nora sauvait les enfants destinés à devenir prêtresses du sort réservé à leur village. Suguru libère la louve, et celle-ci dit qu'elle veut aller quelque part où l'on s'amuse. La louve fait ses adieux à Shizuku et lui demande de lui apprendre à faire du queue la prochaine fois qu'elles se verront. Dehors, Suguru demande à Aya pourquoi elle a mis du temps à faire sa déduction, contrairement à d'habitude. Il voit clair dans ce jeu et lui demande si elle essaie de leur donner une leçon à tous. Il l'informe alors que Victor lui a dit que son corps se trouve à Londres. Il propose qu'il rentre et se regroupe. En se basant sur une rumeur qu'il a entendue à propos des alpinistes, Suguru s'élève et crie « Yaoum ».